Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Alexandre, Solange, Robin, Anatole, Corentin, Célian, Yvan, Esteban, Paul Balthazar, Timothéo. bonjour, bienvenue sur Radio Récré. Hello and welcome on Radio Récré. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 juin 2021. Today it's Tuesday, the 22nd of June 2021. Radio Récré, c'est la radio du CFBL. Radio Récré is our school radio here at CFBL. Voici la dernière émission de Radio Récré avant les grandes vacances. This is the last show before summer holidays. Allez, on commence cette émission spéciale. Regardez jusqu'au bout car un invité exceptionnel viendra à la fin pour vous parler. Let's start and stay with us until the end to find out who is our special guest. Puisque c'est la fin d'année, nous allons vous offrir des cadeaux. Tout au long de cette vidéo, nous allons vous dire 10 mots mystères. Prenez un papier et un stylo et notez ces mots mystères. Ensuite, envoyez votre réponse par email à Monsieur Froment. Ou mettez un papier dans la boîte aux lettres de Radio Récré. Parmi tous ceux qui auront trouvé les 10 mots mystères, 2 élèves seront tirés au sort. ils gagneront des bons d'achat pour des crêpes au restaurant Crêpes à la carte. Bonne chance! Le premier mot mystère est magasin. De bonbons, de chocolat, je suis au paradis. Kamehameha. Plus de devoirs, s'il vous plaît, monsieur. Plus de devoirs. Oh zut, encore perdu. Oh non, je suis tombée dans la lave. Retournez acrobatique. Et but! Bonjour, nous sommes les MS. On va vous raconter nos rêves. Mon rêve, c'était d'être dans un monde de robots, où il y avait plein de robots qui étaient en train de travailler pour leur fusée. Mon rêve, quand c'était la nuit, je rêvais que j'allais acheter plein de bonbons et plein de sucettes. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait un rêve, j'ai fait un cauchemar. Mon rêve, c'est moi eu un Kinder et moi eu un chevalier, un Kinder et c'était un Lego. Et après, j'ai pleuré puisque c'était cassé. J'aimais mon robot. Moi, maman a fait un gâteau. Mon rêve, c'était à l'école et j'étais allée dans le course et j'étais allée dans le grand course de le grand and I saw the cupboard of clothes and Spider-Man était dedans là et moi j'étais voir Spider-Man. Mon rêve c'était des octonautes. En fait, c'est un dessin animé où il y a des méchants et ils sauvent les méchants. Par exemple, des méchants qui piquent les autres animaux, mais ils les sauvent. Cette nuit, ma rêve, c'était un bracelet et après ça transformé de un personne et après il a eu
trucs méchants. Et après, il y avait son œil. Et après, on était un sapin et des nombres. On était des nombres sur les fenêtres. Et après, ils sont venus vivants. Et les nombres, ils sont essayés pour échapper de le méchant. Et après, le méchant a mangé les nombres. J'ai rêvé que c'était mon anniversaire. Moi, mon rêve, c'était de faire tout, même acheter tous les jouets et même avoir un anniversaire et mais pas acheter des trucs pour les filles. Moi, mon rêve, c'était un pays de bonbons avec plein de bonbons et aussi avec plein de chocolat et aussi plein de trucs sucrés. Le deuxième mot mystère est maison. Mais non, calmez-vous! C'est un monstre gentil, c'est un monstre SCP! Bonjour, nous sommes les CPB. Nous allons vous lire une histoire. Elle s'appelle Mes monstres et moi. On commence. Chapitre 1. Bienvenue chez moi. Ils pourraient être frères, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Vous allez vite savoir pourquoi. Nuke a 5 bras, Peg a une grosse tête ronde avec un seul œil. Et puis il y a Mob et ses 1001 dents. Nuke, Peg et Mob habitent avec moi. Nuke, ils sont arrivés une nuit dans la cuisine alors qu'il faisait très chaud et que j'avais très soif. Dès qu'ils m'ont vu, ils sont venus se présenter. Moi, c'est Nuke, A dit Nuke. et il m'a serré la main avec chacune de ses 5 mains. Bonjour. 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 Moi, c'est Peg, a dit Peg. Il a cligné de l'œil. Moi, c'est Mob, a dit Mob. Et il m'a fait un bisou géant. Moi, c'est Charlie. J'ai dit, mais je retourne me coucher. Ok. Ont répondu les 3 monstres. Et ils se sont endormis au pied de mon lit. Voilà comment notre vie tous ensemble a commencé. Chapitre 2. Premier matin. Lendemain, à 7 heures pile, mon réveil sonne comme tous les matins. Les 3 monstres sursautant. Nuke crie « Qu'est-ce que c'est ?» Peg ouvre un œil et gémit. Mes oreilles. Je vais exploser ce machin, dit Mob, de très mauvaise humeur. À moitié endormi, je dis à Nuke. Appuie sur le bouton. Ok. Et la surprise. Whiz. 15 doigts se précipitent sur le réveil. On se rendort encore un peu. Mob, crac! Ça va être comme ça tous les jours? Peg se lève et ouvre les volets. Quoi? Il fait encore nuit? Bah oui, mais je dois aller à l'école. J'explique. Les quoi? Font les monstres d'une seule fois. Je n'ai pas le temps
d'en dire plus car maman m'appelle déjà derrière la porte. Mon chouchou, c'est l'heure. Pour une fois, si tu pouvais ne pas être en retard. Panne d'oreiller. Eh ben mon vieux, tu fais cette tête tous les matins? Je sens 5 mains sur mon épaule. C'est Nuc. Ben oui, je réponds. Moi, le matin, je suis comme un robot qui va à 2 à l'heure. Ça me prend un temps fou de me préparer. Allez, du nerf, dit Peg. On va te donner un coup de main, dit Nuc. Et il se met à tout ranger en un rien de temps. J'en suis tellement baba que j'oublie de boutonner ma chemise. Heureusement, Peg a trouvé mes 2 baskets et en un tour de main, il fait mes lacets. Quand je lève les yeux sur mon réveil, aïe, 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 il est 8 heures. Ça y est, je suis en retard. Aussitôt, ça nous loupe pas. J'entends maman. Tu es prêt? Oui, presque. Dépêche-toi. Chocolat pour tous. Chocolat pour tous. Bonjour maman chérie, bonjour papa chéri. Bonjour Trésor. Je demande qui veut du chocolat. Du chocolat quoi? Font les monstres. Pouah! Ça a une drôle d'odeur, dit Nuc. Berk, ça a une drôle de couleur, dit Peg. Tant pis, faut manger, on ne discute pas. Je dis. Bande de difficile. Moi j'en veux, dit Mop. Nuc remplit les 4 bols de lait chaud. Puis il ajoute 4 cuillères de cacao. Peg beurre nos tartines à la perfection. En un temps record, Mob engloutit tout dans sa bouche. C'est bon, il fait. En fait, c'est délicieux, dit Nuc. Tu me donnes la recette, chuchote Peg à l'oreille. 10 minutes plus tard, hop, 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 on dévale les escaliers 4 à 4. Panique à l'école. Quand on arrive enfin à l'école, il n'y a plus personne dans la cour. Je pousse la porte de la salle et le maître hurle. Cette voix, j'en ai assez, je convoque tes parents. Ça va chauffer et ça chauffe grave. J'ai un mot dans mon carnet. Tu dois être alors comme tout le monde. La tête basse, je file à ma place. Les petits monstres me suivent sans un bruit. Quand je rentre le soir à la maison, je suis triste. Je n'y peux rien, moi, si je fais tout lentement. Je suis comme ça. Évidemment, en découvrant le mot dans mon carnet, ma mère prend une drôle de voix. On est tous pressés, mais il faut toi aussi que tu te presses, mon chouchou, hein? Je te le dis tous les matins. Et mon père s'y met à son tour. Tu veux qu'on te prive de gruyère, de crème dessert? Là, j'éclate en sanglots. Les monstres me regardent tout étonnés. Mes larmes me coulent. Je sens alors les 5 mains de Nuc qui tapotent mon épaule. Peg penche sa grosse tête vers moi et va ouvrir les volets. Debout, mon vieux, me dit-il doucement. J'ouvre les yeux et Mog me fait un sourire géant. Je me lève comme un zombie. À moi de jouer, lance Nuc. Lève tes bras, dit-il. Peg sort son chronomètre. Top, c'est parti. Grâce aux 5 mains de Nuc, me voilà déjà habillée. Habillage réussi en 40 secondes, annonce Peg. Petit déjeuner dans la cuisine, dit Mob. Bonjour, maman chérie. Bonjour, papa chéri. Bonjour, Trésor. C'est bien ce matin, dit papa. À ce soir, mon chat. Nuc a déjà rempli nos bols de lait chaud. Vite, on dévore tout. On dévale les escaliers 4 à 4. Quand les petits
petit monstre et moi, nous arrivons à l'école. Les élèves jouent encore dans la cour. Arrivés à 8h30, les élèves ne sont pas en rond. L'instituteur boit encore son café, déclare Peg. Nuc prend ma main, la lève en l'air et hurle. Bravo, on est dans les temps. Mais on peut toujours s'améliorer, dit Peg. Et là, je vois le maître s'approcher de moi. Je savais que tu pourrais y arriver, dit-il en me faisant un clin d'œil. Et voilà, notre histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir. Le troisième mot mystère est poubelle. Robin, c'est quoi ce livre? C'est le livre que les CP viennent de lire. En plus, ce livre est magique. Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. Hello, we are CPB. Today, we are going to share some books recommendations for the summer. I have chosen Simpkin by Quentin Blake. I liked this book because it makes me laugh. My book is called British Wild Hedgehogs by Sally Morgan. I like these books because I like hedgehogs. My book is Daisy and the Trouble with Kittens by Keith Gray. I like it because it's funny. I like kittens. I like the beach and holidays. The name of my book is Today I Will Fly. The author is Mo Willems. I like the book because it makes me laugh. I have chosen Perseus and the Gorgon Medusa by Geraldine McCorian. I like the invisibility helmet. The Wooden Horse by Geraldine Penham. I like the myth of the wooden horse, and I like it because of the attack at the end. My story is Are You Ready to Play Outside? Illustrated by Mo Willems. I like this story because it makes me laugh. In CP we liked the Elephant and Piggy books. My favorite is My Friend is Sad by Mo Willems, and I like it because it makes me laugh. It makes me laugh because Piggy dresses up as a clown. My book is an Elephant and Piggy book. My favorite is I Love My New Toy because I like this book because Elephant says to Piggy, best friends are more important than toys. My book is called Daisy and Trouble with Giants. I like it because it tells me that magic beans don't exist. My favorite part is when Daisy throws Jack Beetle in the dungeon. The author is Case Gray. My book is Mr. Magica by Humphrey Carpenter. I like this book because it's a good book. I've chosen Mog is Missing by Helen Nicole. I like it because they go on a hunt. I've chosen Blizzard of the Blue Moon. I
like it because it's loads of pictures and loads of imaginations, and there's a unicorn and a queen and a magician. I choose I Am Invited to a Party by Mo Willems. I like this book because he's invited to a party. When they arrive at the party, all the guests are dressed for a fancy pool costume party. My book is called City of Dreams. It is illustrated by a love story. My book is about Jason and the Golden Fleece. Jason is a hero and also he has a crew on a ship. The name of my book is Angelo by Quentin Blake. I like the pictures and the colors and everything else. My book is called Paddywhack and Cozy. I like my book. I like it because it's about cats and the female cat is called Cozy, and I like the word cozy. I have chosen the book Fantastic Mr. Fox. I like this book because I like foxes, birds, and the colors and the actions. I also like the same book. It's funny and it's cool. My favorite bit is when Boggy, Sponge, and Bean try to shoot Mr. Fox, but they only shoot his tail. I have chosen Today I Will Fly by Mo Willems, illustrated by Mo Willems. I like this book because it is funny. My favorite bit is when Piggy tries to get help to fly. I've chosen a book called The Hedgehog. It's written by Dick King Smith. I like it because he gets run over by a bike when he's crossing the road, and he says hedgehog instead of hedgehog. I have chosen The Diary of a Killer Cat by Anne Fern, illustrated by Steve Cox. I like this book because Tuffy the Killer Cat is a little bit sneaky, and also I like the twist at the end. Happy summer reading! Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. Le quatrième mot mystère est tortue. Voici maintenant une séquence proposée par les CE2. Ils ont eu la visite d'un papa d'élève qui est apiculteur. Écoutez ce reportage. Bonjour, nous sommes les CE2A et on a rencontré Monsieur Pichel, c'est le papa de Selma, il y a 15 jours. Et on va vous montrer la vidéo que le papa de Selma nous a montrée. Monsieur Pichel est apiculteur et il nous a montré sa ruche et ses abeilles. Voici la vidéo qu'il nous a présentée. Alors, donc bonjour, donc je me présente, je suis Florian, le père de Selma. Et ça fait quelques années qu'on a des abeilles, et y compris chez nous dans le jardin. Et donc ce film, il a été tourné dans notre jardin. J'ai fait une inspection de la ruche qui se trouve dans notre jardin. Et je pense qu'on va lancer tout simplement. Je vais peut-être dire quelques petites choses et ensuite, on peut me poser toutes les questions. S'il y a une question très pressante, on peut aussi la poser entre-temps, mais c'est peut-être d'abord intéressant de regarder juste un petit peu pour voir comment ça se présente une ruche. Ah, voilà. Donc la ruche, normalement, c'est donc d'abord un boîtier avec un couvercle
même plusieurs couvercles. Et là, il y avait des fourmis, parce que pendant l'hiver, je les avais nourris avec un peu de sucre, ben, ça attire les fourmis. Hein. C'est pas forcément trop gênant quand il n'y en a pas trop. Il y a un deuxième couvercle pour retenir mieux la chaleur, en hiver surtout. Et ah oui, j'utilise un outil. C'est l'outil de l'apiculteur. Il y a différentes formes, mais souvent c'est un peu comme ça. C'est pour pouvoir décoller des choses qui sont collées. Parce que la cire, le miel, ou un autre produit des abeilles qui s'appelle propolis, tout ça, ça colle beaucoup. Et donc, ce n'est pas forcément toujours facile de soulever ces choses-là. Donc, il y a un petit outil comme ça, de métal. Et on le baigne souvent dans un peu de natron, enfin de baking soda pour le désinfecter. Voilà. Et donc là, ce qu'on fait pendant une inspection, c'est qu'on regarde si les abeilles vont bien. Voilà. Si on a assez, si elles pondent des œufs, s'il y a du miel, s'il n'y a pas des maladies, des choses comme ça. Donc là, c'était d'ailleurs une première inspection après l'hiver. Donc j'ai regardé et j'ai vu que là, par exemple, c'était des cadres vides. Donc les abeilles étaient juste ici devant. Elles n'avaient pas colonisé l'espace à l'arrière. Donc là, il y en a un peu plus, mais on voit, c'est un peuple qui a hiberné, donc qui n'est pas très nombreux là, en fait, au printemps. Pas encore, parce que le printemps était très froid, comme on l'a tous vu. Bon, voilà, c'est ce qu'on attend quand on ouvre une ruche. Donc on voit ici, il y a des espèces de cellules, des alvéoles, et qui sont pour la plupart fermées. Et fermées là, ça veut dire que des abeilles, enfin des larves d'abeilles sont derrière. Alors à un moment, on va aussi pouvoir voir la reine des abeilles. Je crois que c'est juste à la fin, oui. À la fin. Voilà, là c'est vraiment tout plein et c'est très joli et c'est un bon peuple en bonne forme, on peut dire ça comme ça. Après, quand on ouvre une ruche, il y a vraiment beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'abeilles et ça c'est un petit peuple, donc il peut y en avoir beaucoup. Et vous imaginez si tout ça c'est plein d'abeilles, il y a vraiment beaucoup d'insectes. Ce sont d'ailleurs des abeilles très gentilles qui m'ont laissé tranquillement les inspecter. Parfois il y a des peuples d'abeilles qui sont un peu plus agressifs, c'est pas forcément plus mal, comme ça elles se défendent bien contre des intrus comme des guêpes. Mais là elles étaient tout gentilles, ils ne sont pas forcément venus plus que ça m'embêter, j'en ai déjà vu d'autres. Alors là, je vais faire une petite pause pour vous expliquer ce qu'on va voir là. Alors là, il y en a beaucoup. Et c'est parce que, je vous ai dit, c'était la première inspection après l'hiver. Donc, les apiculteurs d'aujourd'hui ont cette technique de boîtier avec des cadres en bois. Et on met une petite feuille de cire dedans pour que les abeilles construisent leurs alvéoles dessus en cire. Donc on donne déjà un petit peu de cire et après c'est les abeilles qui rajoutent de la cire dessus pour construire les alvéoles comme ça. Voilà. Et les alvéoles, en fait, c'est la maison universelle des abeilles. C'est pour stocker le pollen, le nectar, le miel. Ici, ça c'est du miel du coup. Mais c'est aussi pour mettre les larves. Voilà, pondre les œufs et ensuite avoir les larves et faire grandir les abeilles du futur. Et pourquoi on a ça? C'est assez simple. Avant l'invention de ce type de ruche, les gens mangeaient déjà du miel. Mais ils allaient en fait détruire les nids d'abeilles. Donc c'était dans la forêt, les abeilles vivaient surtout dans la forêt. Et donc il y avait dans le Moyen-Âge par exemple des gens qui allaient dans la forêt. Et chaque fois qu'ils récoltaient du miel, ils détruisaient complètement la ruche. Et après, différentes personnes dans le monde ont eu cette idée, à différentes époques d'ailleurs, d'utiliser des cadres en bois. Et pour les abeilles, ça ne change pas grand-chose, mais pour les humains, ça change tout. Parce que comme ça, on peut tout simplement ouvrir, regarder. Et puis si on veut prendre le miel, on le prend, on laisse les abeilles là-dedans. Et on peut tranquillement après le sortir de là. Voilà. Et là, les abeilles, parce que j'avais laissé un peu de place en hiver, en fait on construit
elle-même une sorte de, un deuxième rayon en fait d'alvéoles. Et ça, c'est des restes de ce rayon qui était tout simplement collé un peu devant. Hein. J'avais laissé la place et les abeilles avaient construit quelque chose qui était juste collé devant comme ça. Alors on peut voir quelque chose qui est très typique pour les abeilles parce que l'espace entre ces cadres, c'est pas un espace que les humains ont inventé. La largeur, c'est la largeur naturelle de l'espace entre les rayons d'abeilles, qu'on imite seulement. Parce que dans la nature, les abeilles, par exemple, dans un tronc d'arbre, les abeilles vont construire des rayons, pas forcément tout droit, hein. Il y a souvent une petite courbe parce que c'est plus stable avec une courbe. Mais en tout cas, elles construisent quand même des rayons assez de taille assez régulière, toujours de haut en bas. Et donc là, on pouvait le voir, parce que j'avais laissé juste un petit peu de place, elles ont construit tout un rayon elles-mêmes. Donc là, ça correspond à 2 rayons. J'ai dû l'enlever ensuite, mais c'était intéressant à voir après l'hiver. Voilà, alors ça se présente comme ça quand on regarde de près. Et on peut d'ailleurs voir la reine au milieu quelque part. Alors, ça, ce sont les abeilles travailleuses, comme on les connaît. Et la reine, elle est plus longue. Elle peut être un peu plus épaisse, mais pas nécessairement. Mais elle est surtout plus longue. Et cette reine-là, elle est juste brune. Elle n'a pas du tout cette coloration avec le jaune dedans. Ici, la reine, qui du coup, elle a un corps juste tout brun. Monsieur Péchel nous a expliqué plein de choses et après, on a pu toucher les produits de la ruche. On a pu toucher la cire que les abeilles ont produit, les alvéoles où les larves sont dans la cire et le fumoir qui est aussi dans la vidéo. C'est pour ça qu'on voit la fumée. Et les planches et les boîtiers où vivent les abeilles. À la fin, on a même pu goûter du miel. C'était trop bon! On a aussi réalisé des posters sur les abeilles. Un poster sur la partie des abeilles et son corps. Un autre poster sur les métiers. Après, il y avait aussi un poster sur les produits de la ruche, les ennemis des abeilles et la colonie. On a posé des questions et on a appris plein de choses. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris que le fumoir, il fait de la fumée. Donc les abeilles, quand elles voient qu'il y a du feu, elles pensent qu'il y a du feu. Donc elles prennent du miel pour partir de la ruche. Et quand en fait elles ont plein de miel dans le ventre, ça les empêche de piquer. Parce qu'elles sont trop lourdes un peu pour voler vite. J'ai appris que les abeilles pouvaient tuer leur reine en faisant une grande boule autour d'elle et en créant de la chaleur. Et elle l'a tuée parce que la reine ne pondait plus assez d'œufs. J'ai appris que il y a longtemps, à l'époque du Moyen-Âge, on détruisait les ruches puisqu'il n'y avait pas la méthode des boîtiers pour prendre le miel. Quelle a été votre partie préférée? Ma partie préférée était de voir les larves dans les alvéoles. Ma partie préférée est quand on a goûté le miel. Ma partie préférée est quand on a pu toucher la cire que les abeilles produisaient. Que se passe-t-il s'il n'y a plus d'abeilles? S'il n'y a plus d'abeilles, on n'a plus de petit déjeuner. Par exemple, la confiture, c'est du sucre et des fruits. S'il n'y a plus d'abeilles, elles ne pollinisent plus les fleurs, donc il n'y a plus de fruits. C'est pour ça qu'il faut protéger les abeilles. Que pouvons-nous faire pour protéger les abeilles? Pour protéger les abeilles, il ne faut pas mettre des pesticides dans les fleurs pour que les abeilles ne meurent pas. Il faut planter plein de différentes fleurs parce que s'il y a juste un type de fleur et si la fleur meurt, après il n'y a plus de fleurs pour l'abeille qui vit à cet endroit. Aidez-nous à protéger les abeilles. Le 5e mot mystère est lavabo.
Tiens, un ours polaire. Zip. Tiens, une tortue. Zip. Tiens, une grenouille. Zip. Tiens, un éléphant. Zip. Tiens, un orang-outan. Zip. Tiens, un dauphin. Zip. Vous venez de voir une illustration de la séquence suivante. Les CE2 vont vous parler des animaux en voie de disparition. Écoutez bien leurs conseils pour sauver la planète. Les écolos rigolos. Bonjour, nous sommes les CE2B et aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi on a fait des recherches documentaires sur les animaux en disparition. La recherche documentaire on est allé à la bibliothèque et on a cherché des livres qui parlaient des animaux. On a regardé dans le sommaire sur les animaux, quels animaux on avait. Et par exemple, ça nous dit l'éléphant, page 37. Donc on est allé à la page 37. On a essayé de trouver des phrases qui pourraient répondre à des questions qu'on pose. Et après, on les a écrits dans notre cahier d'écrivain. Et on essayait de trouver plusieurs sources. Qu'est-ce que c'est une source ? Une source, c'est un livre dans lequel se trouvent des informations. On a voulu comprendre pourquoi il y avait des animaux en voie de disparition. On a aussi cherché si l'homme était à la cause de cette disparition. Et enfin, on a trouvé des solutions pour empêcher cette disparition. Après la recherche des documentaires, on a réalisé des exposés. Il y en avait 6. La tortue marine, les dauphins, l'orang-outan, l'ours polaire, l'éléphant d'Afrique et la grenouille. Les écolos rigolos. Quelles sont les 2 causes majeures de la disparition des orang-outans ? Les 2 causes majeures de la disparition des orang-outans sont la disparition de la forêt tropicale et la chasse. Bonjour, on va vous parler de la tortue marine. Quelles sont les causes majeures de la disparition de la tortue marine ? Les causes majeures de la disparition de la tortue marine sont des captures accidentelles, des filets de bateaux de pêche et les chasses des œufs de tortues marines. Bonjour, on est le groupe de l'ours polaire et on va vous présenter notre exposé. La première question, c'est quelles sont les causes majeures de la disparition des ours polaires ? Les causes majeures de la disparition des ours polaires, c'est parfois le glaçon et leur habitat disparaît. Quelles sont les causes principales de la disparition des éléphants d'Afrique ? Les causes principales de la disparition des éléphants d'Afrique sont le braconnage et l'activité humaine. Quelles sont les causes majeures de la disparition des dauphins ? Les dauphins se retrouvent piégés dans les filets de pêche. Les poissons, leur nourriture les attire dans les filets de pêche. On va vous présenter un poster écologique sur la grenouille. Quelles sont les causes de la disparition de la grenouille ? Les hormones des produits chimiques se trouvent dans les rivières et les grenouilles mâles transforment en femelles et les grenouilles femelles ne peuvent pas pondre des œufs sans mâle. Est-ce qu'il y a des questions ? Les écolos rigolos. Voilà, nos exposés sont terminés. Dis donc Aurélien, tu peux nous rappeler les 3 grandes questions ?
Les questions sont pourquoi certaines espèces disparaissent-elles? En quoi l'homme est responsable de cette disparition? Que pouvons-nous faire pour limiter ces disparitions? Nous allons demander à nos camarades de CE2. Pourquoi certaines espèces disparaissent-elles? Les causes sont la pollution, le réchauffement climatique, la perte de l'habitat et la disparition de leur nourriture. En quoi l'homme est-il responsable de cette disparition? Les écolos rigolos! En effet, l'homme est en grande partie responsable de cette disparition. Par exemple, il y a la pêche intensive où les pêcheurs ont des grands filets et attrapent beaucoup de poissons. Il y a la pollution de l'air où les usines, les voitures et les avions polluent. Il y a la pollution des eaux où les hommes jettent des déchets de plastique, des produits chimiques et les bateaux de pétrole renversent du pétrole parfois. Et le braconnage où il y a les hommes qui tuent les animaux. Et enfin, la déforestation où les hommes ils abattent les arbres pour construire des cultures de palmiers. Voici maintenant les solutions que nous avons trouvées pour limiter cette disparition. Il faut utiliser les transports en commun parce que si tout le monde utilise sa voiture, après il y aura plus de CO2 et ça va faire un trou dans la couche d'ozone qui fera fondre les banquises et les ours polaires pourront plus chasser. Il faut manger local et de saison parce que si on prend dans les autres pays, ça va dans les autres véhicules et ça pollue parce que c'est comme les mangues, ça vient d'Amérique du Sud et ça doit d'abord aller dans un avion et ça va dans un autre pays. Après, ça va dans un bateau pour aller dans un autre pays, etc. Et après, ça pollue. Nous devons nettoyer les plages car si le vent emporte les déchets plastiques dans la mer, les tortues marines vont l'avaler et mourir parce qu'elles vont le confondre avec des méduses qui est leur nourriture favorite. Il faut manger moins de poissons parce que si on mange trop de poissons, ça contribue à la pêche intensive et alors il n'y aura plus de poissons pour les dauphins, ils vont mourir. Il faut replanter des arbres, par exemple dans les forêts tropicales. Les orang-outans pourront pas, si on ne replante pas d'arbres, les orang-outans pourront pas aller dans les arbres et manger les fruits d'arbres et ils vont mourir. Il faut arrêter de manger des produits à l'huile de palme, par exemple le Nutella, parce que les hommes ils coupent les forêts pour planter des champs de palmiers et les orang-outans ils meurent. Ils peuvent pas vivre dans leur habitat parce qu'il n'est plus là. J'espère que vous avez bien entendu notre message. Aidez-nous à sauver la planète. Les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Le 6e mot mystère est crêpe. Et maintenant, un sujet qui concerne beaucoup d'élèves et qui me concerne aussi très particulièrement. Et oui, Yvan, voici un sujet sur la dyslexie. Nous avons invité des élèves, un parent et notre orthophoniste pour nous parler de la dyslexie. Bonjour, bienvenue dans cette émission de Radio Récré spéciale autour de la dyslexie. Je m'appelle Joseph et je vais animer cette séquence avec Lucie, Clémentine et Alexandre. Nous sommes en CM1. Commençons par présenter nos invités. Voici Blanche qui est en CM1 et son papa Renaud. Thank you for coming.
Nous avons également invité Faustine qui est orthophoniste au CFBL. Commençons avec Blanche. Bonjour Blanche, donc tu es en CM1 et tu es dyslexique. Peux-tu nous en parler ? Oui, la dyslexie c'est juste quelque chose qui va faire plus difficile à lire et écrire, mais tu peux y arriver, en fait c'est juste quelque chose qui va faire que tu vas devoir travailler plus à lire, les lettres elles vont se mélanger dans un texte, et aussi quand tu lis un mot tu veux pas le finir et tu juste inventes un peu la terminaison. Comment sait-on lorsqu'on est dyslexique ? On va voir une orthophoniste et elle te fait quelques tests. Elle te fait lire un texte dans une langue étrangère pour voir si tu arrives à lire ces syllabes bien, ou elle te fait faire des trucs où c'est un peu genre des jeux que tu as à la maison mais fait avec des lettres quoi, et qui te fait lire et qui te fait écrire. Et après, elle te dit le résultat et si tu es dyslexique ou pas. À quel âge t'es-tu rendu compte que tu étais dyslexique ? À peu près 7 ans. Comment la dyslexie affecte-t-elle ta vie ? Elle n'est pas si difficile, c'est juste que parfois les maîtresses elles doivent imprimer un texte plus grand, ou dans le bus, les panneaux qui donnent des pubs, j'arrive pas très bien à les lire. Bon, pour l'instant, comme un enfant, ça affecte pas trop, mais je sais pas, quand je serai un adulte, peut-être ça affectera ma vie. Est-ce qu'il y a des avantages à être dyslexique ? Oui, parfois, parce que ton cerveau, il focus pas sur l'écriture et la lecture, et tu fais d'autres trucs, genre tu te focuses dans un hobby, dans quelque chose que tu aimes faire, comme moi c'est l'art ou des trucs comme ça. Enfin, ça se focus dans quelque chose que tu arrives à faire qui involve pas trop d'écriture ou de lecture. Merci beaucoup Blanche d'avoir témoigné pour Radio Récré. Blanche, we have invited your dad today because he is also dyslexic. Hi Reno, thank you very much for coming. How and when did you find out that you were dyslexic? I think I was about 13 or 14. At that time it was quite new, I'm quite old, so that was dyslexia was kind of new in my school, and it was not till later, 14. Did you suffer a lot as a child when your teachers didn't know that you were dyslexic? I think there was some teachers that were very understanding and open to the idea because it was a new idea, but then there was some teachers that were more opposed. What is your job and is it affected by dyslexia? I'm an artist illustrator, and it is affected, but with the new technology it becomes quite manageable. I think the interesting thing is that there's benefits and there's pros and cons to being dyslexic, and it seems to me that the difficulties are now being solved by the technology, whereas actually the benefits are just the benefits. So it's kind of with the new technologies, it's kind of being dyslexic is kind of just okay and good. All the benefits are there. Maybe it will be interesting that you let us know how you, being dyslexic, could help your daughter. You know, because you know what she's going through, and sometimes parents, they just don't get it because they don't know. When you are okay with reading, it seems like, okay, you read, but you, because you really know deeply what she's going through, you can maybe help her more and understand her more. Yeah, I definitely understand it. I mean, I think there's, again, costs and benefits, because I really feel for her, because I remember those struggles as well. So, no, I sympathise, and I
I totally understand. But I also reflect on, the fact that she's talented in lots of other ways that are, nothing but benefit. Thank you very much, Renaud. Bonjour Faustine, vous êtes l'orthophoniste et vous travaillez ici au CFBL. Qu'est-ce que c'est la dyslexie? Bonjour. Alors, la dyslexie, on l'appelle aussi dans notre jargon orthophonique le trouble spécifique de l'apprentissage du langage écrit. Et ça fait partie d'un ensemble de troubles qu'on appelle les troubles 10. D'accord? Donc, la personne dyslexique, elle va avoir du mal à apprendre à lire et à écrire. Alors, ça peut se manifester différemment selon les enfants, mais Blanche pourra nous dire si elle est d'accord. Souvent, la personne a du mal à retenir les associations entre les lettres et les sons que les lettres font. Elle peut aussi confondre des lettres qui se ressemblent au niveau visuel. Par exemple, le B et le D, ça se ressemble. Donc, les personnes dyslexiques, souvent, les confondent. Ou des lettres qui font un peu le même son. Par exemple, le F qui fait FE et le V qui fait VE. Ça se ressemble aussi à l'oreille. Ce sont aussi des personnes qui peuvent se tromper dans l'ordre des lettres. Le mot trou, par exemple, ils pourront le lire tour, vous voyez? Ils vont se tromper là-dedans. Et ils vont lire plus lentement. Et comme ils font pas mal d'erreurs et qu'ils lisent plus lentement, ils peuvent aussi avoir du mal à comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Et puis aussi à reconnaître des mots dans leur globalité, à reconnaître rapidement des mots, à écrire, etc. C'est un petit peu tout ça, la dyslexie. Mais en fonction des personnes, ça peut se présenter un petit peu différemment. Il n'y a pas une dyslexie. Il y a plein de dyslexies différentes et il y a plein de personnes présentant une dyslexie différente. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dyslexiques? Alors oui, c'est un trouble assez fréquent. Alors les études, les chercheurs ne sont pas toujours tout à fait d'accord. On estime que la prévalence de la dyslexie, c'est entre 5 et 15% de la population. Donc c'est quand même beaucoup. Sur 100 personnes, il y aurait entre 5 et 15 personnes qui présenteraient une dyslexie. Donc il y en a pratiquement toujours un dans une classe. D'accord ? Comment aidez-vous les personnes qui sont dyslexiques? Alors, les orthophonistes, en tant qu'orthophoniste, moi je vois beaucoup d'enfants, d'adolescents et puis même parfois aussi des adultes qui présentent une dyslexie. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant. Si l'enfant, par exemple, est jeune, on va l'aider à retenir les associations entre les lettres et les sons. On va l'aider à reconnaître aussi globalement des mots. Et puis, on va toujours travailler sur le sens aussi de ce qu'on lit. Parce que quand on lit pas seulement pour déchiffrer, on lit pour comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va faire ça. Mais nous, les orthophonistes, nous ne sommes pas des maîtresses, des maîtres, des enseignants. Ce n'est pas notre travail. Donc, on va travailler différemment. On ne va pas faire comme à l'école. D'accord? Ça va être une approche différente. Blanche, Blanche pourra me confirmer ou pas, mais souvent, les enfants aiment beaucoup venir en séance d'orthophonie parce qu'on fait beaucoup de jeux. Oui. Ouais, t'es d'accord. Et en fait, les enfants ont l'impression de jouer et on joue, mais on joue tout en travaillant la lecture et l'écriture. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'orthophonie. C'est qu'on aborde la lecture et l'écriture, mais d'une manière détournée, en s'adaptant à l'enfant, à ses difficultés, mais aussi à ses forces et à ses centres d'intérêt, etc. Donc souvent, c'est un travail vraiment qui est spécifique à l'enfant. Et puis, il y a aussi, on va travailler avec la famille. On met en place ce qu'on appelle un partenariat parental avec la famille de l'enfant pour que ce qui est fait en séance puisse être transféré, revu à la maison. Parce que l'idée, ce n'est pas que l'enfant sache lire en séance d'orthophonie, on est d'accord, c'est qu'il sache lire à la maison, à l'école, etc. Une question, comment peut-on savoir quand on est dyslexique? Comme l'a dit un petit peu Blanche tout à l'heure, donc souvent ce sont les parents ou les maîtresses, les maîtres qui se disent que l'enfant a du mal à apprendre à lire et à écrire et qui peuvent donc emmener l'enfant chez l'orthophoniste. La première fois que l'enfant rencontre l'orthophoniste va parler avec l'enfant et avec les parents, essayer de comprendre un petit peu toute l'histoire de l'enfant et voir où sont ses difficultés. Et ensuite, elle propose, et Blanche l'a très bien expliqué tout à l'heure,
des tests, des petites épreuves en lecture, en écriture notamment, mais pas que, aussi en mémoire, pour voir là où sont les forces et les fragilités de l'enfant. D'accord ? À partir de là, l'orthophoniste va dire « Oui, je pense qu'il faut mettre en place une prise en soin, un suivi, donc il faut que l'enfant vienne me voir, ou ce n'est pas nécessaire. » Au bout de quelques temps, si l'enfant continue à avoir des difficultés à l'écrit, malgré le suivi, malgré un travail régulier, l'orthophoniste pourra poser un diagnostic de dyslexie. Voilà. Est-ce que si mon papa et moi, on est dyslexiques, est-ce que ça veut dire que mon petit frère, c'est un dyslexique aussi? Alors, pas forcément. Pas forcément. Mais, alors, il n'y aurait pas un gène de la dyslexie qu'on transmettrait comme ça systématiquement. Mais c'est vrai que tu as raison. Les études, les recherches montrent qu'il y a quand même des familles de dyslexiques. Il y aurait un terrain familial, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que tous les enfants d'une famille seront dyslexiques. Mais vous, dans votre famille, visiblement, il y a un terrain. Puisque la dyslexie, vous êtes d'accord, ce n'est pas une maladie qu'on attrape, hein, d'accord ? Ce n'est pas un virus, hein, pas du tout. C'est quelque chose qui fait que votre cerveau, à ton papa et à toi, est modelé un petit peu différemment. Et comme tu disais tout à l'heure, ça fait aussi que vous avez des grandes forces, notamment dans certains domaines, comme le domaine artistique. D'ailleurs, ton papa aussi est artiste, tu vois. Donc, il y a un terrain familial et c'est pour ça qu'en effet, il faut être vigilant. Peut-être ton petit frère, si jamais en CP, il a du mal à apprendre à lire, ne pas attendre et aller voir une orthophoniste ou un orthophoniste pour vérifier que tout va bien. Nous savons qu'il y a différents troubles qui commencent par 10. Pouvez-nous en parler? Oui. Alors, les troubles 10, il y en a beaucoup. Donc, il y en a qui vont plutôt concerner ce qu'on appelle les apprentissages précoces, comme le langage ou les gestes. Et puis, il y en a d'autres qui vont concerner plutôt les apprentissages scolaires, comme la lecture, l'écriture et le calcul. Donc, les troubles 10, il y a ce qu'on appelait avant la dysphasie. Maintenant, on appelle plus ça la dysphasie. On appelle ça le trouble développemental du langage. Donc ça concerne le langage, comment on parle. Il y a le trouble développemental de la coordination, qu'on appelle la dyspraxie. Ça parle des gestes, ça. Il y a la dysgraphie, le fait le graphisme, de bien former ses lettres. Il y a les troubles spécifiques d'apprentissage du langage écrit, donc la dyslexie et la dysorthographie. Et il y a le trouble du calcul qu'on appelle la dyscalculie. Et il faut savoir que chez un même enfant, il peut y avoir plusieurs troubles associés. On peut être dyslexique et dyscalculique. Est-ce que les orthophonistes sont que pour les enfants? Non, mais tu as raison parce qu'on y pense souvent. On croit souvent que les orthophonistes, c'est juste pour les enfants qui ont un trouble 10 ou qui ont un trouble d'articulation. En fait, l'orthophoniste, elle peut prendre en charge un bébé jusqu'à une personne âgée. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très riche au niveau des possibilités d'exercice. Avez-vous vous vous êtes déjà occupé d'une personne âgée? Oui, je me suis déjà occupée des personnes âgées. Je ne sais pas si vous connaissez certaines maladies qui peuvent toucher les personnes âgées, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et ça, bien sûr, ces patients-là sont suivis par des médecins, mais ils sont aussi suivis par des orthophonistes pour travailler, en fonction de ce qu'il y a à travailler, la mémoire, la déglutition, etc. Une question plus personnelle. Pourquoi avez-vous choisi d'être orthophoniste? Alors, j'ai choisi d'être orthophoniste parce que j'avais envie de travailler dans le domaine médical ou paramédical avec des patients. Et ce qui me plaisait beaucoup dans l'orthophonie, et c'est la question que tu me posais, c'est qu'on a beaucoup de diversité. C'est un métier qui est très riche, puisqu'on peut travailler avec du bébé jusqu'à la personne âgée et avec des troubles et des pathologies très très différentes, puisque l'orthophoniste, c'est le spécialiste de la communication. Donc c'est un orthophoniste, il peut travailler donc avec des bébés prématurés ou qui ont des difficultés pour s'alimenter, des personnes qui bégayent, des personnes malentendantes, des personnes présentant un trouble du spectre autistique, des personnes qui présentent un trouble 10 ou un TDAH, des patients plus âgés qui ont eu un AVC ou un traumatisme crânien, des patients laryngectomisés,
des personnes âgées, comme tu me disais, souffrant d'Alzheimer ou de Parkinson. Et il y a encore beaucoup de choses. Donc, comme vous voyez, dans mon métier, on ne peut pas s'ennuyer. Êtes-vous dyslexique? Alors non, je ne suis pas dyslexique. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des orthophonistes qui sont dyslexiques, mais je n'en connais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, peut-être que c'est possible. Il y a des orthophonistes qui présentent un bégaiement, donc, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'orthophonistes dyslexiques. Mais moi, je ne suis pas dyslexique, non. Comment est-ce que la dyslexie commence? Comment la première personne a la dyslexie dans la famille? Oh, alors ça, je ne pourrais pas te dire. Les chercheurs vraiment recherchent ce qui se passe dans les cerveaux des personnes dyslexiques, mais on ne sait pas. Tu peux très bien n'avoir aucune personne dyslexique dans ta famille et puis toi présenter une dyslexie. D'accord? Ce n'est pas forcément parce que l'un de tes parents ou l'un de tes proches a une dyslexie que tu vas avoir une dyslexie. Mais on sait, ils commencent à voir qu'il y a des différences au niveau du cerveau. Mais tu sais, la recherche, ça met du temps à avancer. Et pour l'instant, on ne sait pas encore très bien. Mais ça progresse et peut-être que dans quelques années, on saura exactement ce qui se passe et on pourra diagnostiquer la dyslexie plus tôt. Puisque tu le disais très justement tout à l'heure, en ce moment, on ne peut pas savoir qu'un enfant est dyslexique avant qu'il apprenne à lire. Tu es d'accord? Mais peut-être que dans quelques années, je ne sais pas, on pourra savoir plus tôt si un enfant va présenter ou non une dyslexie. Merci beaucoup Faustine pour vos réponses. Merci. Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Naomi et je suis en 3e B. Tu as des troubles de dyscalculie. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Donc les troubles de dyscalculie, c'est un handicap cognitif où l'on n'arrive pas à calculer les nombres comme une personne normale le ferait. Donc on a un cerveau fait d'une manière différente et donc qui ne marche pas de la même façon. Est-ce que la dyscalculie implique que c'est difficile à lire les nombres ou que c'est difficile à faire le calcul? Alors, c'est difficile de lire les nombres à haute voix, d'épeler les nombres. Par contre, les lire sur un papier, ce n'est pas dur pour moi. Ça dépend des personnes atteintes de la dyscalculie. Et oui, c'est difficile pour moi de les calculer, donc les multiplications, les additions, enfin l'arithmétique en général, c'est pas très facile pour moi. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 8 ans dans mon ancien collège. Et on a découvert ma dyscalculie avec un test qu'on fait normalement quand notre professeur principal en primaire découvre qu'on a des difficultés dans une certaine matière. Donc moi, bien sûr, c'était les maths. La dyscalculie, c'est un handicap cognitif qui est là avec toi pour toute ta vie, mais c'est quelque chose qui se soigne avec l'aide de la présence d'une orthophoniste. Donc l'orthophonie, c'est une sorte de rééducation, comme quand on s'est cassé une jambe. Donc pour ma part, je fais des jeux, par exemple surtout avec les cartes, donc pour m'améliorer en calcul mental. Voilà. Est-ce que tu as également des problèmes de dyslexie? Non, je n'ai pas de problème de dyslexie. Merci Naomi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir reçu sur Radio Récré. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que cela vous a intéressé. Nous remercions tous nos invités et nous vous souhaitons d'excellentes vacances. Le 7e mot mystère est feuille. Les chaussettes de l'archiduchesse Chaussette. Les chaussettes de l'archiduchesse Chaussette. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Je m'entraîne à prononcer des virlangues. Écoute les C1 et CE2 du Clubhouse. Ils ont enregistré des virlangues. L'atelier radio du Clubhouse. Bonjour, on va vous proposer des virlangues. Le fils fixe après chaque taxe fixe
exclusif, exclusivement au luxe et à la scie. Combien font 6 saucissons 6 c'est 6 saucissons 6 font 6 sous. Si c'est 6 saucissons 6 font 6 sous, ces 6 saucissons 6 sont trop chers. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. Si ma tata ta tata sera tâtée. Pauvre petit pêcheur prend patience pour pouvoir prendre plusieurs petits poissons. Croix, crème, croix, crème, croix, craie. L'arabe Ali est mort au lit, moralité. Moralité. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épis-tu? Dans le puits Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épis sans pitié, c'est piteux de mes pieds, Pépita, ne peux-tu te passer? C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada, qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé, qu'il a volé dans un villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada, qu'il dévalait pour s'évader sur un vélo volé. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous papa et des papous à pou et des papous pas à pou. Donc chez les papous, il y a des papous pas à pou et des papous papa pas à pou et des papous des papa à pou et des papous papa pas à pou. 6 Suisses ont mangé 606 saucisses, dont 600 sauces et 600 sans sauce. Ton tuteur t'a-t-il dit qu'il tutoie des tueurs? Dindon, dina, dit-on, de dit dodu, de dit dodu, dindon. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Dépêchez-vous de finir votre café et de débarrasser la table et le buffet. Étant sorti sans parapluie, il m'eut plus qu'il, plutôt. Ta tante, j'ai tant de tantes. Quelle tante m'appelle? La tante Antoinette t'attend. Bon, c'est dur. 5 chiens chassent 6 chats. Si ma tata tâte, ta tata sera tâtée. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Son chat chante sa chanson. Un dragon dégradé, un gardé dragon. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous pas papa et des papous à pou et des papous pas à pou. T'as ton taco qu'à la côte cocotte. Qu'attend ton taco à la côte? Mon taco qu'à la côte attend dans la côte que la cossant des cocottes et toc. L'atelier radio du Clubhouse. Le 8e mot mystère est spaghetti. La semaine dernière, c'était la semaine de la poésie. Est-ce que tu as participé, Timothéo? Oui, je suis allée en CPB et j'ai récité Le coq et la mouche. Ça s'est bien passé? Oui, j'avais un peu de trac, mais c'était très sympa. Radio Récré a suivi quelques élèves et ont fait l'interview de Marion. C'est l'heure de la culture. Bonjour, je suis Marion de la bibliothèque primaire du CFBL et avec Constance, ma collègue du secondaire, nous avons organisé une semaine consacrée à la poésie. Donc pendant une semaine, des groupes d'élèves de tous les niveaux, de la maternelle à la 3e, ont circulé dans l'établissement pour réciter des poèmes appris, des poèmes d'auteurs ou des poèmes qu'ils ont eux-mêmes écrits, dans des salles de classe ou des salles administratives. Écoutons des extraits.
La liberté. La liberté, ce n'est pas partir, mais revenir et agir. Ce n'est pas prendre, mais comprendre et apprendre. Ce n'est pas savoir, mais vouloir et pouvoir. Ce n'est pas gagner, mais payer et donner. Serait-ce ce nuage noirci, ces maisons charmantes camouflant leur aspect de cage à unique sortie? Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin. Partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Le sombre orage, le vert feuillage, où l'oiseau dort, la belle heureuse. Charmant décor où l'ombre encore tremble et se pose. Quelle heure est-il, Madame Clétine? 1h moins le quart, Madame Placard. En êtes-vous sûre, Madame Chaussure? Assurément, Madame Printemps. Everyone's a different size. Offices grow long and high, tall enough to touch the sky. Soulevé par les vents jusqu'au plus haut des cieux, un cerf-volant plein de superbe vie qui dansait au ras de l'herbe, un petit papillon tout vif et tout joyeux. C'est vrai, dit l'autre avec souplesse, mais moi, libre à mon gré, je peux voler partout, tandis que toi, pauvre toutou, un enfant te promène en laisse. Jean-Luc Moreau. Les enfants étaient un peu inquiets avant de rentrer dans les salles, mais l'accueil était tellement agréable, tout s'est extrêmement bien passé et je crois que tout le monde a été très très content. J'aimerais vraiment remercier tous les participants, les élèves ayant récité, les adultes nous ayant accueillis pour cette organisation qui a demandé un peu de patience et de soutien de l'ensemble de la communauté scolaire. Bonjour, nous sommes en CM1. Nous sommes allés chez des collégiens pour leur raconter des poèmes. Bah, ça s'est bien passé. Au début, c'était un peu stressant, mais quand je me suis habituée, bah, ça allait. Au début, c'était stressant et après, quand on était resté un peu dans la classe, on s'était habitué à que les gens nous regardent. Je savais que si je faisais des fautes, les autres connaissaient pas la poésie. Moi, ça m'a fait du bien comme ça. Après, je me dis, les gens, ils ont pu écouter nos poèmes et du coup, je pense que ça les a calmés et s'ils faisaient une évaluation et ça peut les détendre. Moi, au début, j'étais très stressée et je tremblais beaucoup, mais à la fin, ça allait mieux. C'est l'heure de la culture. Le 9e mot mystère est trousse. Let's continue with more poetry by 5e. The teacher asked them to write sonnets. Let's listen to some of them. C'est les poésies du CFBL. CFBL Poetry. Hello, we are in 5e. We are in Mr. Watt's English class. Our teacher assigned us to write Shakespearean sonnets. Let's explain what a sonnet is. You need to follow the rhyme structure. You need to use iambic pentameter. You need to have 3 quatrains and 1 rhyming couplet. In each quatrain, every line is 10 syllables. That's why it's iambic pentameter. Before starting writing the poem, we had to learn about the Shakespearean times and how Shakespearean poems worked and iambic pentameter. For me, the hardest part was to get a rhyme at the end of each line and to have 10 syllables in each line. 3 days to write the poem. This is because we had to have the idea before and then start jotting down our ideas and then putting down on the poem with our rhymes. Let's start with Charlotte. School. My school is as a prison every day, a place of horrid torture, mean and cruel. Also, some other people might dare say, a vile machine to which we are the fuel. Oh why must we attend this school? Those 5-mile runs where one child faints per mile. We'd much rather sleep or go to the pool, lest perhaps 'tis more worthy of our while. For what all these people don't understand is that school will help us in our future. Although thou feeleth 'tis a cruel demand, it will teach us skills, history, culture. While thou dost thou essay without a laugh, remember it will help you soon enough. Thank you, Charlotte. Let's listen to Archie. Holiday.
Shall I compare thee to a Christmas day, where elders meet arguing about the feast, children laughing and instilling joy today, and they make believe and hide from their beasts. Parents scream, "Come down, kids, come play your flutes." They know kids always have had one respond. On their PlayStations they shout 1 minute, while grandma listens to a Christmas song. A holiday woo is put to an end. Lovers say their goodbyes and farewell, while children show grandma the latest trend. The partners prepare for college and well. They will never lose hope and never swell, though times may be hard and as dark as hell. Thank you, Archie. Now we're going to listen to Ines. Almost summer. My love for summer is as a fever. The boring school is almost finished. I art summer's favorite receiver, and the beautiful flowers have grown. Everyone is going to beaches to enjoy the waves and eat ice cream. To enjoy the exquisite fresh peaches, having fun at the beach is like a dream. I enjoy laughing with my family. There is not one particular reason. I love to skip the waves loudly. Summer is my favorite season. The beautiful summer is coming soon, so thou better be ready by full moon. Thank you very much, Ines. Now we're going to listen to Eugenie. Under the blistering sun of London, we can hear the hustle and the bustle of the tennis courts at the great Wimbledon. Many fans are here to watch, so day off. It is lovely to see the crowd alive. After months of restrictions and lockdown, they look like bees hurrying to their hives. Once inside, the people start counting down. It is too hot outside. Drinking will start. The thirsty supporters gulp down some beers. The fans' cheering shouts explode from their hearts. Let me not forget this day and let's cheer. Hope this amazing day will never end. Pretty swear to me, dear Dad, shake my hand. Thank you, Eugenie. And now, let's listen to the last poem by Mary. When I do try to live without my food, it's a part of me and my funny cult. Food tastes like heaven, notably seafood. To live without it would be difficult. Why must I feel the need to treasure food? I must be deeply in love with the taste. If one steals my precious, I will conclude their parents taught them everything in haste. If your hands try to go close to my meal, you will suffer and end up with one arm. My favorite thing to eat is a kneel. Don't touch my food and there will be no harm. What can you do to enlighten my mood? Well, you can leave me alone with my food. Thank you for listening. Goodbye. C'est les poésies du CFBL. CFBL Poetry. Vivre ou ne pas vivre, là est la question. Tu veux dire être ou ne pas être, telle est la question. To be or not to be, this is the question. Cela dépend comment tu le traduis. Et oui, il existe souvent de différentes façons de traduire un texte. Bonjour, je m'appelle Achille et nous sommes en 4e B. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de traduction d'un extrait de la pièce Macbeth, écrite par Shakespeare. Silouane, peux-tu nous présenter le projet ? Avec notre professeur de français, Monsieur Arnaud, on a traduit un texte de Macbeth écrit par Shakespeare de l'anglais au français. Et avec notre professeur d'espagnol, Monsieur Senen, on a vu un texte de Macbeth en espagnol. Et on a dû jouer le même passage en français et en espagnol. Maintenant, 3 élèves vont jouer le texte original. Bonjour, je m'appelle Maï et je vais lire la partie de Macbeth. Bonjour, je m'appelle Anaë, je vais jouer le rôle des seigneurs et du meurtrier. Bonjour, je m'appelle Romy et je vais jouer le rôle de Lady Macbeth. Et moi, je vais faire le narrateur. Banquet prepared, enter Macbeth, Lady, Ross, Lennox, lords and attendants. You know your own degrees. Sit down, at first and last, the hearty welcome. Thanks to your majesty. Ourself will mingle with society and play the humble host. Our hostess keeps her state, but in the best time we will require her welcome. Pronounce it for me, sir, to all our friends, for my heart speaks they are welcome. Enter first murderer.
See, they encounter thee with their heart's thanks. Both sides are even. Here I'll sit in the midst. Be large in mirth, anon we'll drink a measure. The table round. Approaching the door. There's blood upon thy face. 'Tis Banquo's then. Maintenant, nous allons vous proposer la traduction de Hamza en français. Vous connaissez votre classe sociale. Asseyez-vous, du premier au dernier, un accueil chaleureux. Tous nos remerciements, Votre Majesté. Nous nous mêlerons à la compagnie et jouerons les humbles hôtes. Notre hôtesse conservera son trône, mais avec du bon temps. Nous requérerons son accueil. Prononcez-le pour moi. Monsieur, à tous mes convives, mon cœur s'exprime. Ils sont tous bienvenus. Vois, ils les rencontreront le cœur honoré. Les deux côtés sont identiques. Là, je m'asseyerai au milieu. Soyez généreusement amusants. Bientôt, nous boirons à l'honneur de toute la table. Il y a du sang sur ton visage. Donc c'est sûrement Banquo. Maintenant, nous allons écouter la traduction de Maï. Vous connaissez vos rangs. Prenez vos places. À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue de tout mon cœur. Nous rendons grâce à Votre Majesté. Je me mêlerai parmi la société, tel un hôte modeste. Notre hôtesse garde sa place d'honneur. Mais bientôt, nous exigerons sa bienvenue. Prononcez-le, Seigneur, envers tous nos amis, car du fond du cœur, je leur souhaite une chaleureuse bienvenue. Vois, ils te remercient, tout pour leur accueil. Le nombre de convives est égal des deux côtés. Ma place est ici, au milieu. Que la joie se répande. Prochainement, nous boirons tous à la ronde. Il y a du sang sur ton visage. C'est donc celui de Banquo. Nous allons maintenant demander aux auteurs des traductions d'exposer leur choix de traduction. Prenons le tout début de l'extrait. You know your own degree. Sit down at first and last the hearty welcome. Vous connaissez votre classe sociale. Asseyez-vous, du premier au dernier, un accueil chaleureux. Vous connaissez vos rangs, prenez vos places. À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue de tout mon cœur. Pourquoi as-tu choisi de traduire You know your own degrees. Par vous connaissez votre classe sociale. J'ai choisi cette traduction-là de manière instinctive car c'est la première idée qui m'est venue en tête. Et toi, Maï, pourquoi as-tu décidé de traduire You know your own degrees. Par vous connaissez vos rangs. J'ai choisi le mot rang parce qu'à cette époque, les rangs étaient très importants dans la société et ça indique la hiérarchie. Regardons maintenant un autre détail de cette traduction. Hamza, pourquoi as-tu choisi de traduire At first and last. Par du premier au dernier. J'ai choisi de traduire par le mot pour mot, tout en essayant de conserver le sens du texte en anglais, mais en le remettant au goût du jour en français. Maintenant, Maï, pourquoi toi, tu as choisi de traduire ce même extrait par à toutes et à tous? J'ai voulu conserver le sens et le contexte, mais en utilisant des mots qui étaient plus appropriés dans la langue française. Maintenant, Hamza, pourquoi n'as-tu pas décidé de traduire ce texte en rime? J'ai sacrifié les rimes pour rester le plus proche possible du sens du texte en anglais et afin que un lecteur français puisse avoir la même compréhension en anglais qu'en français. Et Maï, pourquoi as-tu décidé de ne pas traduire ce texte en rime? Parce que j'ai voulu m'éloigner le moins possible au texte original. Romy, quelles difficultés as-tu rencontrées durant ta traduction? Il y avait des expressions anglaises que je devais traduire en français et je n'étais pas sûre comment faire et ce que ces anciennes expressions voulaient dire. J'ai eu des difficultés à représenter des réalités qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, the table round, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai traduit à la table ronde, mais je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, qu'ils connaissaient à cette époque. Anaë, est-ce que la pratique de plusieurs langues t'a aidé dans ta traduction? Oui. Pourquoi? Ça m'a aidé à comprendre le sens du texte et à essayer de le reproduire dans une autre langue. Le fait de parler anglais aide à comprendre très facilement le texte
Je n'ai plus qu'à me concentrer sur les détails. Silouane, quelles sont les qualités d'un traducteur à ton avis? Je pense qu'un traducteur doit avoir une bonne connaissance générale et doit avoir un vocabulaire très approprié par rapport à la langue qu'il maîtrise le plus ou qu'il veut traduire, et bien connaître le sujet qu'il traduit, et de maîtriser plusieurs langues. Avant de terminer, nous allons voir ce que Google Translate nous proposait pour traduction pour la première réplique. Vous connaissez vos propres diplômes. Asseyez-vous, d'abord et enfin, l'accueil chaleureux. On ne peut pas être plus éloigné du texte. Donc ça n'a pas de sens, donc il est essentiel de connaître plusieurs langues pour traduire le texte. Merci de nous avoir écoutés, c'était la 4e B. Connaissez-vous Éloquence? C'est un concours d'élocution sur des sujets scientifiques. Écoutez les 4e et les 3e finalistes du CFBL. Nous avons même un premier prix au CFBL. Bonjour, je m'appelle Maya, je suis en 4e C et aujourd'hui on se retrouve dans le studio de Radio Récré pour parler du concours Éloquence. Je suis avec Milana de 4e C, Capucine de 4e C, Nora de 3e A, Anaï de 4e B, Achille de 4e B. Éloquence est un concours d'éloquence scientifique organisé par l'association Les Maths en Scène. Nous étions 26 élèves du CFBL inscrits au départ et nous sommes les 6 finalistes. Au début de la compétition, il fallait choisir un sujet parmi les questions proposées par le jury. Il fallait écrire un texte de maximum 3 minutes afin de répondre à la question de manière scientifique. C'était un sujet scientifique ou quelque chose qui avait un lien avec les maths. Par exemple, le numérique change-t-il l'école? Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de vie extraterrestre? Comment nos comportements de consommation pourraient-ils changer à cause de la crise sanitaire Covid-19? Faut-il rendre la vaccination obligatoire? Alors, on devait choisir un sujet parmi la liste qu'on nous avait donnée. Et après, on devait faire de la recherche et écrire un texte, ou au moins écrire nos points sur ce sujet. Et après, voilà, le réciter devant un jury. Et voilà, attendre si on allait être qualifié pour la finale. Normalement, on aurait dû aller à Paris, mais malheureusement, à cause du Covid-19, ce n'était pas possible. Donc, on l'a fait sur Zoom. Après le deuxième tour, ils nous ont imposé un sujet et en binôme, fallait préparer les deux côtés d'un débat. Et le jour de la finale, ils nous donneraient quel côté on allait défendre. En fait, ouais, c'était une battle et on était contre quelqu'un qu'on connaissait pas. On savait pas où il était, ça pouvait être en France. Et on préparait le pour et le contre. Et le jour de la finale, on allait savoir si on allait présenter le pour ou le contre. Pour cette battle, les sujets étaient imposés. Moi, ma question, c'était est-ce que les emplois des humains sont menacés par les robots? Moi, ma question, c'était la science peut-elle nuire à l'être humain? Notre vie privée est-elle en danger avec les objets connectés? Mon sujet, c'était est-ce que l'enseignement des maths après le primaire est-il utile? L'ordinateur est-il plus performant que l'humain? Et moi, c'était est-il utile de dépenser beaucoup d'argent dans les missions martiennes? On est arrivé dans le Zoom à environ 17h. Ils ont fait un tirage au sort. Il y avait certains professeurs qui étaient au collège et dans une main, ils avaient le pour, dans une main, ils avaient le contre. On devait choisir la main qu'on voulait. Et après, on avait quelques minutes seul pour se préparer, pour savoir quel point on allait faire. Et on devait aussi tirer au sort pour savoir qui allait commencer la battle. Moi, quand je me préparais, j'étais très stressée, mais en parlant et en débattant contre l'autre personne, j'étais moins stressée, je me sentais plus confiante. Personnellement, moi, j'étais assez stressée au début, mais pendant le débat, j'ai pas vu le temps passer et j'étais vraiment dans le débat. Et puis, quand ils ont annoncé que les 6 minutes étaient finies, j'étais comme « Ah, quoi ?» Je pensais que c'était plus long. Donc le sujet donc le côté que je devais défendre qu'on m'a imposé, c'était pas le côté que je voulais défendre. Par exemple, moi on m'a dit de défendre le oui et je voulais défendre le non. Donc quoi? Donc c'était plus compliqué? Donc oui, c'était plus compliqué puisque déjà à ce côté j'avais moins d'arguments et les arguments étaient moins pertinents et pour moi aussi d'un côté personnel, pour moi
c'était moins pertinent. Terminons, on a quand même une gagnante de premier prix ex aequo. C'est Anaë. Bravo Anaë, est-ce que tu peux nous raconter ta battle? J'ai dû défendre que non, les ordinateurs n'étaient pas plus performants que les humains. Et avec mon partenaire, on tournait un peu en rond. On revenait tout le temps au même point. Mais ouais, je crois que je me suis bien défendue quand même. Prochaine étape, il fallait que je présente mon sujet de 3 minutes que j'ai pu choisir. Après, il fallait que je présente mon sujet que j'ai choisi. C'était « Est-il potentiellement dangereux de laisser les satellites hors d'usage en orbite ?» pendant 3 minutes. Et après, il fallait que j'attende pour les résultats. Pour moi, c'était un moyen de préparer mon oral de brevet de l'année prochaine. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'était un moyen de nous entraîner à débattre, à présenter un sujet scientifique. Moi, ça m'intéressait parce que c'était un moyen aussi de faire de la recherche sur un sujet en particulier et d'en apprendre plus sur ce sujet. Et aussi rencontrer un comédien professionnel et des professionnels scientifiques. Oui, moi je suis d'accord avec Maya et Milana. Donc ça peut bien nous préparer pour l'oral du brevet. Et aussi c'est important de pouvoir bien s'exprimer à l'oral. Et c'est aussi intéressant de faire des recherches sur des sujets scientifiques qu'on n'a pas l'habitude de faire des recherches. Alors moi aussi ça m'entraînait pour mon oral du brevet, mais j'ai pas utilisé le même sujet pour mon oral du brevet. Mais ça m'a permis de... Parce que je suis pas très à l'aise à l'oral, du coup ça m'a permis de m'entraîner aussi. Et puisque j'ai choisi un sujet sur l'espace, et j'aime beaucoup l'espace, du coup ça m'a permis d'en savoir plus sur le sujet. Oui, moi c'est pareil, je me sens pas très à l'aise à l'oral et j'aime bien apprendre plus de choses sur les sujets scientifiques. Moi, je pense que ça m'a entraîné pour l'oral du brevet et aussi pour plus tard, par exemple, pour trouver un emploi. C'est plus facile si on a de l'éloquence pour mieux s'exprimer et c'est important de faire une bonne impression. Moi, mon adversaire pour la battle, c'était un élève de 3e. Moi, je suis en 4e et donc quand j'ai vu que c'était un élève de 3e, j'ai eu un peu peur parce que j'avais l'impression qu'ils avaient plus d'expérience que moi. Moi, j'ai pas trop de sentiments sur la personne que j'affrontais, à part qu'elle avait l'air très gentille. Elle n'était pas du tout agressive, elle était très patiente, et puis ça s'est très bien passé. Alors, j'ai pas été retenue pour la grande finale, mais ça m'a pas trop dérangée, et puis j'ai passé un bon moment. Avant de vous quitter, j'encourage tous les élèves de CFBL de participer l'année prochaine. Plutôt fun, je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être plus sérieux. On a pu rencontrer des professionnels, on a pu discuter, on a pu avoir des débats, on a pu en apprendre plus. Du coup, moi, je trouve que c'était une belle opportunité d'en même temps travailler notre éloquence et d'en apprendre plus sur des sujets scientifiques, faire de la recherche. Le 10e et dernier mot mystère est glace. Et maintenant, voici notre invité exceptionnel qui est venu nous dire au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Bittman. Bonjour. Bonjour les enfants, on va déjà vous dire bonjour avant de vous dire au revoir à la fin. Oui. Merci d'être passé nous voir. Comment allez-vous ? Écoute, ça va plutôt bien, c'est une fin d'année scolaire et les fins d'année scolaire sont toujours un peu stressantes pour un chef d'établissement, mais ça va bien. Nous savons que vous partez l'année prochaine. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre expérience au CFBL ? Alors tout d'abord, c'est une expérience extraordinaire. Extraordinaire parce que le CFBL est extraordinaire, mais extraordinaire aussi parce que les 2 années qui viennent de se passer, elles ont été extraordinaires. C'est la crise du Covid, la crise sanitaire, a complètement bouleversé le fonctionnement de l'établissement et ça a été, c'est ce qui restera pour moi de ces 2 années. Quel est votre meilleur souvenir au CFBL ? Mon meilleur souvenir au CFBL, c'est l'arrivée de vos petits camarades de 5e l'année dernière quand ils sont revenus de Dubaï avec leurs 2 Coupes du Monde de football entre les mains. Et tous les élèves qui les attendaient, les parents d'élèves, c'était un moment formidable. J'en ai encore la chair de poule.
Est-ce que vous allez continuer en tant que chef d'établissement? Oui, je continue. Je vais diriger l'année prochaine un collège dans une petite ville en Lorraine, à la frontière avec l'Allemagne. La petite ville s'appelle Bitsch. Avez-vous un dernier message à nous dire avant de quitter cette émission? Un dernier message pour l'ensemble des élèves peut-être du CFBL, c'est que j'espère que vous arriverez à la rentrée à revivre une école normale, dans des conditions normales, avec plein de projets, plein d'aventures, plein de réussites. Donc c'est ce que je vous souhaite et c'est ça le message que je veux vous transmettre avant de partir. Merci beaucoup et bonnes vacances. Au revoir tout le monde. Merci. C'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.